Chapitre 16. Comment l'étranger tenta vainement de me révéler en paroles les mystères de Spaceland. Dès que le cri de paix de mon épouse eut cessé de retentir, je m'approchai de l'étranger dans le but de mieux l'examiner et de l'inviter à s'asseoir. Mais son apparence me cloua sur place et me coupa la parole. Quoiqu'il ne présentât pas le plus léger symptôme d'angularité, il ne subissait pas moins, à tout instant, des variations de taille et d'éclat tout à fait étrangères à mon expérience. L'idée me vint brusquement que j'avais peut-être affaire à un cambrioleur, à un assassin, à quelque isocèle monstrueusement irrégulier qui, en imitant la voie d'un cercle, avait réussi à s'introduire dans ma maison et s'apprêtait à me poignarder avec son angle aigu. L'absence de brouillard dans mon salon, la saison était d'ailleurs remarquablement sèche, m'interdisait de me fier absolument à mes facultés de connaissance visuelle. D'autant que je me trouvais à une très faible distance de l'étranger. En désespoir de cause, je me ruai sur lui, m'écriai sans cérémonie « Monsieur, il me faut me permettre » et le toucher. Ma femme avait raison. On ne sentait pas trace d'angle, pas la moindre rugosité ou inégalité. Il ne m'avait encore jamais été donné dans mon existence de rencontrer un cercle aussi parfait. Il demeura immobile pendant que je le contournais, en commençant par son œil et en y revenant. Il était parfaitement circulaire, aucun doute là-dessus. Nous eûmes ensuite un entretien, que je vais m'efforcer de rapporter aussi fidèlement que possible, en ne passant sous silence qu'une partie du torrent d'excuses dont j'inondais mon visiteur, car l'idée que moi, un carré, j'eusse commis l'impertinence de toucher un cercle me remplissait de honte et d'humiliation. Ce fut l'étranger qui, impatienté par la longueur de mon examen, entama le dialogue. « Ne m'avez-vous point suffisamment touché ? Ne croyez-vous pas que les présentations ont assez duré ? Illustre Seigneur, je vous prie d'excuser ma maladresse, qui n'est pas due à une ignorance des usages, mais à la surprise et à la nervosité qu'a provoqué en moi votre visite assez inattendue. Je vous supplie de ne révéler mon impolitesse à personne, et surtout pas à ma femme. Mais avant de poursuivre notre entretien, votre Seigneurie daignerait-elle satisfaire ma curiosité de son visiteur, qui serait heureux d'apprendre d'où elle vient ? De l'espace. De l'espace, monsieur. D'où voulez-vous que je vienne ? Pardonnez-moi, monseigneur, mais votre Seigneurie n'est-elle pas en ce moment même dans l'espace ? Et son humble serviteur également ? Que savez-vous de l'espace ? Définissez-le-moi. L'espace, monseigneur, c'est la hauteur et la largeur prolongées à l'infini. Et voilà, vous ne savez même pas ce que c'est l'espace. Vous le croyez formé en 2 dimensions seulement, mais je suis venu vous en annoncer une 3e. Hauteur, largeur et longueur. Votre Seigneurie plaisante. Nous disons aussi longueur et hauteur, largeur et épaisseur, désignant ainsi 2 dimensions par 4 noms. Je parle non pas de 3 noms, mais de 3 dimensions. Votre Seigneurie voudrait-elle m'indiquer ou m'expliquer dans quelle direction se situe cette 3e dimension qui m'est inconnue ? J'en viens, et elle est au-dessus et au-dessous. Monseigneur veut sans doute dire vers le nord ou vers le sud ? Absolument pas. Il s'agit d'une direction dans laquelle vous ne pouvez point regarder, parce que vous n'avez pas d'œil dans votre côté. Que Monseigneur me pardonne, un léger examen suffira à le convaincre que je possède, au point de jonction des 2 de mes côtés, un lumineur en parfait état. Oui, cependant, pour voir dans l'espace,
il vous faudrait avoir un œil non pas sur votre périmètre, mais sur votre côté. C'est-à-dire dans ce cas Spaceland, nous nommerions votre côté. Un œil dans mes entrailles? Un œil dans mon estomac? Votre seigneurie se moque? Je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Je vous dis que je viens de l'espace, ou puisque vous ne comprenez pas ce terme, du pays des 3 dimensions, d'où récemment encore j'apercevais votre surface plane à laquelle vous donnez le nom d'espace. De cette position avantageuse, je discernais tout ce qui, chez vous, passe pour un être solide, c'est-à-dire pour vous, clos de 4 côtés. Vos maisons, vos temples, jusqu'à votre commode ou à vos coffres, oui, même jusqu'à vos entrailles, qui étaient exposées à mon regard. Voilà qui est facile à dire, monseigneur. Mais plus difficile à prouver, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous en donner la preuve. En descendant ici, j'ai vu vos 4 fils, les pentagones, chacun dans son appartement respectif, et vos 2 petits-fils, les hexagones. J'ai observé que le plus jeune d'entre eux restait un moment avec vous, puis se retirait, vous laissant seuls, votre femme et vous. J'ai vu vos serviteurs isocèles, au nombre de 3, en train de souper dans la cuisine, et le petit page dans la buanderie. Puis je suis venu. Et par où suis-je entré, à votre avis? Par le toit, je suppose? Pas du tout. Votre toit, comme vous le savez fort bien, a été réparé depuis peu, et il n'y subsiste pas même la plus petite ouverture par laquelle une femme puisse pénétrer. Je vous répète que je viens de l'espace. N'êtes-vous point convaincu par ce que je vous ai dit de vos enfants et de votre maisonnée? Votre seigneurie ne peut ignorer que pour apprendre ces faits touchant aux possessions de son humble serviteur, il suffit d'interroger les gens du voisinage, ce qui n'est pas difficile pour mon seigneur. Que faire? Allons, voilà encore un argument qui se présente à moi. Quand vous voyez une ligne droite, votre épouse par exemple, combien de dimensions lui attribuez-vous? Votre seigneurie prend plaisir à me traiter comme si j'étais l'une de ces personnes du commun qui, ignorant les mathématiques, suppose que la femme est réellement une ligne droite et n'a qu'une dimension. Non, non, monseigneur, nous sommes mieux informés, nous les carrés, et nous savons aussi bien que votre seigneurie que la femme, populairement appelée ligne droite, est en réalité, du point de vue scientifique, un très mince parallélogramme possédant, comme nous autres, 2 dimensions, la longueur, la largeur ou l'épaisseur. Mais le fait même qu'une ligne soit visible implique qu'elle possède encore une autre dimension. Monseigneur, je viens de reconnaître qu'une femme est non seulement longue, mais également large. Nous voyons sa longueur, nous calculons sa largeur, qui, aussi minime qu'elle soit, est susceptible d'être mesurée. Vous ne me comprenez pas. Je veux dire qu'en voyant une femme, vous devriez, outre que vous calculez sa largeur, avoir conscience de sa longueur et de ce que nous appelons sa hauteur. Quoique cette dernière dimension soit infinitésimale dans votre pays, si une ligne n'était que longueur sans hauteur, elle cesserait d'occuper de l'espace et deviendrait invisible. Vous reconnaissez sûrement cela. Je dois avouer que je ne comprends pas du tout votre seigneurie. À Flatland, quand nous voyons une ligne, nous sommes conscients de sa longueur et de son éclat. Si cela s'évanouit, la ligne disparaît, et comme vous le dites, cesse d'occuper de l'espace. Mais dois-je supposer que votre seigneurie accorde à l'éclat le titre de dimension et qu'elle baptise haut ce que nous appelons brillant? Ce n'est nullement cela. J'entends par hauteur une dimension du même type que votre longueur, seulement chez vous la hauteur est
étant extrêmement réduite, n'est pas aussi facilement perceptible. Monseigneur, il doit vous être facile de prouver vos dires. J'ai selon vous une troisième dimension, que vous appelez hauteur. Or le concept de dimension implique direction et mesure. Mesurez donc ma hauteur, ou encore indiquez-moi la direction dans laquelle elle s'étend, et je deviendrai votre disciple. Sinon, je serai dans l'incapacité de suivre le raisonnement de votre seigneurie. Je ne peux faire ni l'un ni l'autre. Comment le convaincre? Un simple exposé des faits, suivi d'une démonstration oculaire, devrait suffire. Maintenant, monsieur, écoutez-moi. Vous vivez sur une surface plane. Ce que vous appelez Flatland n'est autre que la surface, plate et très étendue, de ce que je puis appeler un liquide, au sommet duquel vous vous mouvez, vous et vos compatriotes, sans vous élever au-dessus, sans vous abaisser au-dessous. Je ne suis pas une figure plane, mais un solide. Vous m'appelez cercle. En réalité, je ne suis pas un cercle, mais un nombre infini de cercles, dont la taille varie du point de la circonférence, mesurant 13 pouces de diamètre, tous placés les uns au-dessus des autres. Quand je traverse votre surface plane, comme je le fais en ce moment, j'y découpe une section que vous baptisez cercle avec juste raison, car même une sphère, ce qui est le nom sous lequel on me désigne chez moi, si elle veut se manifester à un habitant de Flatland, doit le faire sous la forme d'un cercle. Ne vous rappelez-vous pas, car moi qui vois toutes choses, j'ai discerné la nuit dernière dans votre esprit la fantomatique vision de Lineland. Ne vous rappelez-vous pas, dis-je, qu'en pénétrant dans ce pays, vous fûtes contraint de vous présenter au roi sous la forme non pas d'un carré, mais d'une ligne, car ce royaume Lineland ne possédait pas suffisamment de dimensions pour vous représenter tout entier, et seulement une section de votre personne apparaissait. Il en est exactement de même dans le cas qui nous occupe. Votre pays à 2 dimensions n'est pas assez spacieux pour me présenter, moi, qui en compte 3, et n'admet qu'une section de ma personne, que vous appelez cercle. Votre regard, dont l'éclat se ternit, me montre que vous ne me croyez pas, mais préparez-vous à accueillir une preuve positive à mes affirmations. Certes, vous ne pouvez voir qu'une de mes sections, ou cercles, car votre œil ne possède pas la faculté de s'élever au-dessus de votre surface. Mais il vous est au moins permis de constater que mes sections deviennent plus petites à mesure que je m'élève dans l'espace. Voyez, je vais m'élever, et vous aurez l'impression que mon cercle se rapetisse, pour se réduire à un point, et finalement disparaître. Je ne vis rien qui ressemblât à une élévation, mais il diminua et disparut. Je clignai 1 ou 2 fois des paupières pour m'assurer que je ne rêvais pas. Non, il ne s'agissait pas d'un rêve, car des profondeurs de nulle part surgit une voix creuse. Il me sembla qu'elle retentissait tout près de mon cœur, et cette voix me dit « N'ai-je pas disparu ? Êtes-vous convaincu à présent ? Maintenant, je vais retourner progressivement à Flatland, et vous allez voir la section s'élargir. » Mes lecteurs du pays de l'espace comprendront aisément que mon hôte mystérieux parlait le langage de vérité et même qu'il exprimait en termes très simples. Mais pour moi, aussi avancé que je fusse en mathématiques, ce n'était pas chose facile à saisir. Le diagramme ci-joint montrera clairement à n'importe quel enfant Spaceland que la sphère, en adoptant pour s'élever les 3 positions indiquées, se manifestait nécessairement à mes yeux. Il en eût été de même pour tout habitant de Flatland sous la forme d'un cercle, d'abord de dimension maximale, puis plus petit, et enfin minuscule comme un point. Mais j'avais beau faire les faits,
les causes restaient aussi obscures que jamais pour moi. Tout ce que je retenais, c'est que le cercle avait diminué, puis disparu, et qu'il venait de réapparaître en s'élargissant rapidement. En recouvrant ses dimensions premières, il poussa un profond soupir, car il percevait à mon silence que je ne l'avais absolument pas compris. En réalité, je commençais à me dire qu'il devait être non pas un cercle, mais un prestidigitateur extrêmement habile, ou alors que les contes de bonnes femmes étaient vrais, et qu'il existait bien, après tout, des enchanteurs et des magiciens. Après un long silence, il murmura à part lui. « Il ne me reste plus qu'une ressource. Si je veux éviter de recourir aux actes, il faut essayer la méthode de l'analogie. » Il se tut pendant quelques instants encore, après quoi il reprit le dialogue. « Dites-moi, monsieur le mathématicien, si un point se déplace vers le nord et laisse derrière lui un sillage lumineux, quel nom donnerez-vous à ce sillage ? Ce sera une ligne droite. Et combien de lignes droites a-t-elle d'extrémités ? 2. Imaginez à présent que la ligne droite dirigée vers le nord se meuve perpendiculairement à elle-même, à l'est et à l'ouest, de sorte que chacun de ces points laisse derrière lui le sillage d'une autre ligne droite. Quel nom donneriez-vous à la figure ainsi formée ? Nous supposerons que cette ligne parcourt une distance égale à celle qu'elle avait à l'origine. Quel nom lui donneriez-vous ? Je vous le demande. Ce sera un carré. Et un carré a combien de côtés ? Combien d'angles ? 4 côtés et 4 angles. Maintenant, faites un petit effort d'imagination et représentez-vous à Flatland un carré qui se meut perpendiculairement à lui-même vers le haut. Quoi, vers le nord ? Non, pas vers le nord, vers le haut, qui sort complètement de Flatland. S'il se déplaçait vers le nord, les points sud du carré devraient passer par toutes les positions précédemment occupées par les points nord. Mais tel n'est pas le sens de mes paroles. Je veux dire que chaque point de votre personne, car vous êtes un carré et vous me servirez d'exemple, chaque point de votre personne, c'est-à-dire de ce que vous appelez vos entrailles, s'élèvera dans l'espace de telle manière qu'aucun point ne passera par la position précédemment occupée par un autre point. Cependant, chaque point décrira lui-même une ligne droite. Tout cela est en accord avec les lois de l'analogie et doit être parfaitement clair pour vous. Mettant un frein à mon impatience, car à présent, je me sentais fortement tenté de me ruer sur mon visiteur et de le précipiter dans l'espace, hors de Flatland, n'importe où, pourvu que j'en fusse débarrassé. Je répondis. Et quelle pourra être la nature de cette figure que je suis censé former en effectuant ce mouvement appelé par vous vers le haut ? Je suppose que le langage de Flatland suffit à la décrire. Oh, certainement. C'est la chose la plus simple du monde, et tout est conforme à l'analogie. À cela près, toutefois, que vous ne devez pas appeler le résultat de ce mouvement une figure, mais un solide. Je vais vous le décrire, ou plutôt, je vais confier ce soin à l'analogie. Nous avons commencé par un point unique, qui, bien sûr, de par sa nature même, n'est qu'un point terminal. Un point produit une ligne qui a 2 points terminaux. Une ligne produit un carré qui a 4 points terminaux. Et maintenant, vous pouvez répondre vous-même à votre propre question. 1, 2, 4. Voilà évidemment une progression géométrique. Quel est le nombre suivant ? 8. Exactement. Le carré produit une chose pour laquelle vous n'avez pas encore de nom, mais que nous appelons cube, et qui a 8 points terminaux. Et maintenant, êtes-vous convaincu
Cette créature a-t-elle non seulement des angles, ou ce que vous appelez des points terminaux, mais aussi des côtés? Bien sûr, conformément à l'analogie. Cependant, il ne s'agira pas de ce que vous appelez des côtés, mais ce que nous appelons des côtés. Vous pourriez employer le terme solide. Et combien de solides, ou de côtés, aura cet être que j'engendrai en déplaçant mes entrailles en direction du haut, et que vous appelez cube? Comment pouvez-vous me demander cela, vous qui êtes mathématicien? Le côté de quelque chose est toujours, si je puis m'exprimer ainsi, d'une dimension en retard par rapport à ce quelque chose. Ainsi, comme il n'y a pas de dimension derrière un point, le point a 0 côté. La ligne, si je puis dire, a 2 côtés, car on peut, par courtoisie, donner le titre de côté à ces points. Le carré a 4 côtés, 0, 2, 4. Quelle est cette progression? C'est une progression arithmétique. Et quel est le nombre suivant? 6. En effet, voyez donc que vous avez répondu vous-même à votre question. Le cube que vous engendrerez sera borné par 6 côtés, c'est-à-dire par 6 de vos entrailles. Maintenant, tout est bien clair dans votre esprit, n'est-ce pas? Monstre! Hurlai-je. Je ne sais pas si tu es prestidigitateur, enchanteur, songe ou démon, mais je ne supporterai pas plus longtemps tes sarcasmes. L'un de nous deux doit périr. Et ce disant, je me précipitai sur lui. Chapitre 17. Comment la sphère, ayant constaté la vanité de ses discours, recourut aux actes. Ce fut en vain. Je heurtai violemment l'étranger de mon angle droit le plus acéré, et je me pressai contre lui avec une force telle qu'un cercle ordinaire n'y aurait pas survécu. Mais je le sentais glisser, lentement, et il échappait à mon contact. Au lieu de s'esquiver vers la droite ou vers la gauche, il quitta le monde d'une façon incompréhensible et disparut complètement. Je ne vis plus rien, mais je ne tardai pas à entendre la voix de l'intrus. Pourquoi refusez-vous de prêter l'oreille à la raison? J'avais espéré trouver en vous, qui est un homme sensé et un mathématicien accompli, un apôtre capable d'annoncer l'évangile des 3 dimensions, qu'il ne m'est permis de prêcher qu'une fois tous les 1000 ans. Mais à présent, je ne sais plus comment vous convaincre. Ah, j'ai trouvé. Ce sont des actes et non des paroles qui proclameront la vérité. Écoutez mon ami. De la position que j'occupe dans l'espace, je peux voir, je vous l'ai dit, l'intérieur de tous vos objets que vous considérez comme clos. Par exemple, j'aperçois dans cette commode près de laquelle vous vous tenez plusieurs boîtes. Du moins est-ce ainsi que vous les appelez. Mais, comme tout le reste au plat pays, elles sont sans couvercle et sans fond. Ces boîtes sont pleines d'argent. Je vois aussi 2 tablettes de compte. Je vais descendre dans cette commode et vous apporter l'une de vos tablettes. Je vous ai vu fermer le meuble il y a une demi-heure, et je sais que la clé est en votre possession. Me voilà qui descend dans l'espace. Les portes, vous les voyez, ne bougent pas. J'arrive dans la commode, et je prends la tablette. Je l'ai. À présent, je remonte avec elle. Je me précipitai vers la commode, et j'ouvris l'une des portes. Une tablette avait disparu. Avec un rire moqueur, l'étranger apparut à l'autre coin de la pièce, et au même instant, la tablette se matérialisa par terre. Je la ramassai, et ne pouvais y voir aucun doute, c'était bien l'objet manquant. Doutant de mes sens, je poussai un gémissement d'horreur,
mais l'étranger poursuivit. Vous voyez à présent, j'en suis certain, que seule mon explication s'adapte au phénomène. Les choses que vous appelez solides sont en réalité superficielles. Ce que vous nommez espace n'est qu'une grande surface plane. Je suis dans l'espace, et je contemple l'intérieur des choses, dont vous ne voyez que l'extérieur. Vous-même, vous parviendriez à quitter cette surface, si vous pouviez réunir la volonté nécessaire. Un léger mouvement vers le haut ou vers le bas vous permettrait de voir ce que je vois. Plus je m'élève, plus je m'éloigne de votre surface et plus je vois de choses, quoique évidemment à une échelle plus réduite. Par exemple, je monte, je vois votre voisin l'Hexagone et les membres de sa famille dans leur appartement respectif. Maintenant je vois, à 10 portes de la vôtre, l'intérieur du théâtre d'où l'assistance est en train de sortir, et, de l'autre côté, un cercle assis dans son bureau, devant ses livres. À présent je reviens vers vous, et si, pour vous donner une preuve suprême, je touchais très légèrement votre estomac, vos entrailles, je ne vous blesserai pas gravement, et la douleur que vous ressentiriez peut-être ne peut se comparer au bénéfice mental que vous en retireriez. Je n'avais pas eu le temps de prononcer un mot pour l'en empêcher que déjà un coup de poignard me transperça le côté, et un rire démoniaque parut jaillir du fond même de mes entrailles. Un instant plus tard, il ne subsistait plus de cette torture qu'une douleur sourde. L'étranger réapparut et dit, tout en s'élargissant, « Voilà, je ne vous ai pas fait très mal, n'est-ce pas ? Si vous ne me croyez pas, je me demande ce qu'il faudrait pour vous convaincre. Qu'en dites-vous ? » Ma résolution était prise. L'idée d'une existence soumise aux visites arbitraires d'un magicien qui pourrait prendre mon estomac pour cible de ses tours m'était intolérable. Si seulement je pouvais trouver le moyen de le clouer au mur en attendant l'arrivée des secours. De nouveau, je le heurtai de mon angle, le plus dur, tout en appelant à l'aide avec assez de vigueur pour alerter toute ma maisonnée. Je pense qu'au moment de mon attaque, l'étranger avait descendu au-dessous de notre surface et qu'il éprouva réellement quelque difficulté à remonter. En tout cas, il resta immobile, tandis que, croyant entendre venir du secours, je redoublai d'efforts et criai de plus belle. Un frisson convulsif parcourut la sphère. « Cela ne doit pas être !» crus-je entendre. « Il faut, soit qu'il cède à la raison, soit que je recours aux dernières ressources de la civilisation. » Puis, s'adressant à moi d'une voix plus forte, mon visiteur s'écria en hâte. « Écoutez, aucun étranger ne doit voir ce que vous avez vu. Renvoyez immédiatement votre femme avant qu'elle n'entre dans cet appartement. L'évangéliste des 3 dimensions doit être préservé, et il ne faut pas que les fruits de 1000 années d'attente soient gaspillés. Je l'entends, elle arrive. Arrière, arrière, éloignez-vous de moi, ou bien je vous emmène dans ce lieu dont vous ne soupçonnez pas l'existence, le pays des 3 dimensions. »« Fou, dément, irrégulier, répliquai-je. Je ne te lâcherai jamais. Tu seras châtié pour tes impostures. » « Ah, nous en sommes là, » tonna l'étranger. « Eh bien, je t'emporte vers ton destin. Tu vas quitter ta surface plane. 1, 2, 3, et voilà. » Chapitre 18. Comment j'entrai à Spaceland et ce que j'y vis. Une horreur indicible s'empara de moi. Il eut d'abord les ténèbres, puis la sensation nauséeuse de voir sans voir réellement. Je vis une ligne qui n'était pas une ligne, un espace qui n'était pas l'espace. J'étais moi-même, je ne l'étais plus. Dès que je recouvrais ma voix, je hurlais dans ma douleur. « C'est la folie ou l'enfer !
Ce n'est ni l'un ni l'autre, répondit calmement la voix de la sphère. C'est le savoir, ce sont les 3 dimensions. Rouvrez l'œil et tâchez de regarder sans faiblir. Je regardai. Ô prodige! Ce fut un nouveau monde que je vis. J'avais devant moi, visible, incarné, cette beauté circulaire qui ne m'était accessible jadis que par le calcul, l'hypothèse ou le rêve. Ce qui semblait être le centre de l'étranger était exposé à mon regard, et cependant je ne voyais ni cœur, ni poumon, ni artère, mais seulement une chose d'une harmonieuse beauté qui n'avait pas de nom pour moi. Vous, mes lecteurs de Spaceland, vous l'appelleriez la surface de la sphère. Me prosternant en pensée devant mon guide, je m'écriai « Comment se fait-il, ô divin, l'idéal de sagesse et de beauté parfaite, que je vois vos entrailles et que pourtant je ne distingue ni votre cœur, ni vos poumons, ni vos artères, ni votre foie. Ce que vous croyez voir, vous ne le voyez pas vraiment, répondit-il. Il n'est donné à personne de contempler l'intérieur de mon corps. Je n'appartiens pas à la même catégorie d'êtres que vos compatriotes de Flatland. Si j'étais un cercle, vous distingueriez mes intestins, mais je suis un être composé, comme je vous l'ai dit, de plusieurs cercles, un cercle multiple, que l'on appelle sphère dans ce pays. Et, de même que l'extérieur d'un cube est un carré, ainsi l'extérieur d'une sphère présente l'apparence d'un cercle. Tout déconcerté que je fus par les paroles énigmatiques de mon maître, je ne luttai plus contre lui, et je m'abîmai dans une adoration silencieuse de sa personne. Il reprit d'une voix plus douce. Ne vous affligez pas de ne pas pouvoir comprendre immédiatement les profonds mystères de Spaceland. Ils vous deviendront accessibles par degrés. Commençons par tourner notre regard vers la région dont vous êtes venus. Revenez avec moi pour un moment dans les plaines de Flatland, et je vous montrerai ce qui a souvent été l'objet de votre raisonnement et de vos songes, mais que vous n'avez jamais vu, un angle visible. « Impossible !» m'écriai-je, mais la sphère se mettant en marche, je la suivis comme dans un rêve, jusqu'à ce que sa voix m'arrêtât de nouveau. « Regardez, et voyez votre maison pentagonale, avec tous ses habitants. » Je regardai en bas, et je vis avec les yeux du corps tous ces compagnons de mon existence dont la forme n'avait été jusque-là pour moi que matière à déduction, et qu'il était pauvre et confus, le fruit de mes conjectures, par rapport à la réalité que je contemplais à présent. Mes 4 fils, paisiblement endormis dans les chambres nord-ouest, mes 2 petits-fils, orphelins au sud, les serviteurs, le maître d'hôtel, ma fille, tous dans leur appartement respectif, seule mon épouse affectionnée, inquiète de cette absence qui se prolongeait, avait quitté sa chambre et arpenté le vestibule en attendant anxieusement mon retour. Le page, lui aussi, éveillé par mes cris, s'était levé et, sous prétexte de s'assurer que je ne gisais pas évanoui quelque part, fouillait dans le placard de mon bureau. Tout cela, je le voyais. Je ne me bornais plus à le déduire, et à mesure que nous nous rapprochions, je distinguais jusqu'au contenu de ma commode. Je discernais les 2 coffres pleins d'or et les tablettes que la sphère avait mentionnées. Touché par la détresse de ma femme, je voulus la rejoindre pour la rassurer, mais je me trouvais dans l'incapacité de bouger. « N'ayez point de soucis au sujet de votre épouse, me dit mon guide. Nous la laisserons pas longtemps dans l'anxiété. En attendant, allons faire le tour du plat pays. » De nouveau, je sentis que je m'élevais dans l'espace. Tout était exactement comme la sphère l'avait dit. Plus on s'éloignait de l'objet contemplé, plus le champ de vision s'élargissait. Ma ville natale, l'intérieur de chaque maison,
Les entrailles de chaque créature gisaient exposées en miniature à mon regard. Nous montâmes encore, et, miracle des miracles, le secret de la terre, les profondeurs des mines, les grottes les plus profondément enfouies au cœur des montagnes me furent révélées. Frappé d'une terreur sacrée à la vue des mystères de la nature, dévoilés ainsi devant mon œil indigne, je dis à mon compagnon : « Voyez, je suis devenu semblable à Dieu, car les sages de notre pays disent que voir toute chose, ou plutôt, pour reprendre leurs propres termes, être doué d'omnivision est l'attribution de Dieu, et lui seul. » Mon maître me répondit avec un certain mépris dans la voix. « Vraiment ? Alors le Pierre coupe-jarret ou le voleur à la tire de mon pays doit être adoré par vos sages à l'égard de Dieu, car il en voit autant que vous à présent. Mais croyez-moi, vos sages se trompent. L'omnivision n'est-elle donc pas l'attribut de Dieu seul ? Je n'en sais rien. Mais si un voleur à la tire ou un coupe-jarret est capable de voir tout ce qui se passe dans votre pays, ce n'est sûrement pas une raison suffisante pour que vous voyiez en lui un Dieu. Cette omnivision, comme vous dites, ce n'est pas un terme d'usage courant à Spaceland. Vous rend-elle plus juste, plus clément, moins égoïste, plus aimant ? Pas le moins du monde. Alors en quoi vous rend-elle plus divin ? Plus clément, plus aimant. Mais ce sont là des qualités de femme, et nous savons qu'un cercle est un être supérieur à une ligne droite dont la mesure et le savoir et la sagesse sont plus estimables que la simple affection. Il ne m'appartient pas de classer les qualités humaines selon leur mérite. Cependant, parmi les êtres les meilleurs et les plus sages de Spaceland, il en est beaucoup qui éprouvent plus de respect pour le sentiment que pour l'intelligence, qui ont de meilleures opinions de vos lignes droites, si méprisées, que de vos cercles tant loués. Mais ne nous attardons pas là-dessus. Regardez, reconnaissez-vous ce bâtiment ? Je me tournai dans cette direction, et je vis dans le lointain un immense édifice polygonal, qui n'était autre que le siège de l'Assemblée générale des États de Flatland, entouré, en ligne compacte, de bâtiments pentagonaux disposés perpendiculairement les uns aux autres et que je savais être des rues. Je compris que je m'approchais de la grande métropole. « Nous descendons ici, » dit mon guide. C'était le matin, la première heure du jour de la 2000e année de notre ère. Imitant, comme à leur habitude, l'exemple de leurs ancêtres, les cercles les plus notables du royaume s'étaient réunis en conclave solennel, tout comme l'autre l'avait fait avant eux la première heure du premier jour de l'an 1000, et aussi la première heure du premier jour de l'an 0. Quelques-uns, en qui je reconnus mon propre frère, carré, parfaitement symétrique, et premier secrétaire du Grand Conseil, étaient en train de lire les minutes des précédentes réunions. Il avait été noté à chaque occasion les faits suivants. Les États, ayant été troublés par diverses personnes mal intentionnées qui prétendaient avoir reçu des révélations d'un autre monde et se disaient capables d'effectuer des démonstrations dont le seul résultat avait été de porter jusqu'au délire leur propre frénésie et celle des spectateurs, le Grand Conseil a décrété à l'unanimité que, le premier jour de chaque millénaire, les préfets des différents districts du plat pays recevraient l'ordre de rechercher spécialement toute personne qui se serait ainsi fourvoyée et, sans procéder aux formalités d'un examen mathématique, de les détruire s'il s'agissait d'isocèles, de les faire flageller et jeter en prison s'il s'agissait d'affaires à des triangles réguliers, de conduire les carrés et les pentagones jusqu'à l'asile le plus proche,
et au cas où l'inculpé serait un personnage d'un rang plus élevé, de l'arrêter et de l'expédier immédiatement dans la capitale où il serait examiné et jugé par le Conseil. Vous savez à présent quel sort vous est réservé, me dit la sphère. Pendant que le Conseil adoptait officiellement cette résolution pour la 3e fois, la mort ou la prison attend l'apôtre qui se chargera d'annoncer l'évangile des 3 dimensions. Non, non, répliquai-je. À présent, tout était si clair dans mon esprit, la nature du véritable espace me paraît si palpable que je me crois à même de la faire comprendre à un enfant. Permettez-moi de descendre à l'instant même et de les éclairer. L'heure n'est pas encore venue, dit mon guide. En attendant, je dois accomplir ma mission. Ne bougez pas d'ici. Ce disant, il sauta avec une grande agilité dans l'océan, si je puis m'exprimer ainsi, de Flatland, au beau milieu du cercle des conseillers. « Je viens, cria-t-il, pour proclamer l'existence du pays des 3 dimensions. » Je vis plusieurs de nos jeunes conseillers reculer d'horreur devant la section circulaire de la sphère qui s'élargissait sous leurs yeux. Mais, sur un signe du président, qui ne semblait ni inquiet ni surpris, 6 isocèles d'un type très inférieur accoururent de 6 directions différentes et se ruèrent sur la sphère. « Nous le tenons » hurlait-il. « Non. »« Si. Il est à nous. Le voilà qui s'échappe. Nous le voyons plus. » « Mes seigneurs, dit le président au plus jeune membre du conseil, il n'y a pas là de quoi s'étonner. Les archives secrètes auxquelles j'ai seul accès révèlent qu'un incident identique se produit lors de l'avènement des 2 premiers millénaires. Bien entendu, vous ne mentionnerez pas cette bagatelle au dehors du cabinet. Puis, élevant la voix, il appela les gardes. Arrêtez les policiers, bâillonnez-les, vous connaissez votre devoir. Après avoir livré à leur destin les malheureux policiers, témoins involontaires et infortunés d'un secret d'État qu'on ne pouvait pas les laisser révéler, il s'adressait de nouveau aux conseillers. « Mes seigneurs, les questions dont le Conseil avait à débattre étant toutes résolues, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne année. Toutefois, avant de quitter la salle, il dit au secrétaire, mon pauvre et excellent frère, qu'à son grand regret, il se voyait contraint, pour préserver le secret et conformément au précédent, de le condamner à la détention perpétuelle. Mais il ajouta qu'il était heureux de pouvoir lui laisser la vie sauve, à la condition toutefois qu'il ne racontât à personne les événements de la journée.